c'était vraiment, pour moi, de faire entrer le film sur l'art dans l'histoire du cinéma. Et je ne vois pas pourquoi il y aurait, à côté du cinéma, une frange qui s'appellerait cinéma sur l'art, tout comme il y a une frange qui s'appelle le cinéma expérimental. Moi, je ne comprends pas pourquoi. Et c'est toujours cette idée-là de mélanger les formes cinématographiques. Et quand j'ai fait l'Abécédaire et que j'ai vu tous ces réalisateurs qui travaillaient ce genre, je me suis dit, mais c'est énorme. Et pourquoi c'est si énorme? Et pourquoi c'est tellement à côté de la plaque, à côté du cinéma? Parce qu'il y a là-dedans quand même des gens très intéressants, très importants au niveau de l'écriture filmique. Donc en fait c'était ça l'idée, c'est de les faire connaître et de les mettre au même niveau que les autres. C'est-à-dire, moi je suis très sensible à ça, la hiérarchie des genres, c'est un truc que je ne comprends pas. Mais qui existe. Qui existe, c'est vrai, mais c'est comme la nature morte qui était considérée comme un art du déchet. Non, je regrette, la nature morte, c'est un art extraordinaire, c'est un art somptueux. Donc, je ne vois pas pourquoi il faudrait faire des hiérarchies dans les genres. Le cinéma, moi, je programmais tout le temps, en même temps que des grands noms de metteurs en scène de fiction, toujours des réalisateurs du film sur l'art. Je mélangeais toujours. Et d'ailleurs, ils en étaient très contents. Et l'effet, en fait, était intéressant au niveau de l'histoire du cinéma, tout simplement. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il y a beaucoup de critiques et d'historiens de cinéma qui s'intéressent à ce cinéma. Double tentation, à la fois d'une volonté d'autonomisation du genre, oui, et puis de son inscription dans le grand 7e art, en quelque sorte. Oui. Et une revue. Une revue, c'est toujours parce que je ne vais pas lâcher. Donc c'est une revue qui s'appelait Zone 6. Je lâche le Centre Pompidou et je me retrouve toute nue. Donc il faut bien que je continue ce que j'ai commencé. Alors l'aventure de Zone 6. Donc voilà, j'ai lancé un journal du cinéma. Comme souvent, sans réfléchir beaucoup à ce que c'était que la presse, et s'improviser directrice de publication d'un journal du jour au lendemain comme ça, alors que je connaissais rien à rien et que je n'avais pas tellement perçu ce qu'était le champ de la presse cinéma, avec les cahiers du cinéma, Synopsis, à l'époque, tous les positifs, enfin les grosses machines. Moi, je déboule là-dedans et j'arrive et je dis, voilà, on va faire ça, art et cinéma, ça va marcher du tonnerre parce que j'y croyais. Et je le lance bilingue, français-anglais, parce que j'étais persuadée que ça partait tout de suite en Amérique, que j'étais sûre que tout le monde attendait quelque chose comme ça. Et en fait ça a été très dur, beaucoup de travail, énormément de travail, et puis pas assez de fonds. Et puis une folie totale, mais dont je suis très fière parce que j'en ai fait 33 numéros. J'estime avoir déblayé des choses, défriché, encore rendu possible des choses entre les gens. Et puis j'ai arrêté, enfin j'ai suspendu en 2007. Et puis là, je suis en train de travailler à un nouveau magazine de cinéma. Et alors, est-ce que la solution papier est coûteuse? Est-ce que, pour revenir peut-être au dernier chapitre de cette brève table ronde, est-ce que le web ou Internet ne serait pas la panacée? Un certain nombre d'initiatives ont été conduites, notamment par le MACPAL, autour de la mise en ligne de vidéos et d'un portail qui s'intitule 24-25, dont vous pourriez parler. Est-ce que véritablement c'est un support d'avenir pour la défense et la promotion du film sur l'art? Certainement, c'est déjà un outil pour les gens qui sont directement impliqués dans ce champ de la cinématographie, d'essai expérimental et film de plasticien. Mais en même temps, c'est conçu de manière à être aussi un outil de connaissance pour le grand public. Donc 24-25 est issu d'une volonté de se rassembler, de se rencontrer autour d'une même table, institutions, associations de diffusion de cinéma expérimental, institutions ayant à leur charge le dépôt légal, toute forme d'institution qui a dans ce fond des films d'artistes.
l'idée était que oui, on est tous un peu isolés au niveau de nos institutions, puisque ça représente à chaque fois juste une parcelle du fond dont on traite. En même temps, on est liés par une même histoire cinématographique, par un amour de ces formes artistiques. Donc pourquoi pas faire une chose ensemble. Au début, c'était plutôt une idée éditoriale, et très vite a jailli aussi la problématique de la conservation, parce que justement, faire un portail engage à numériser, mais on ne peut pas numériser n'importe comment. Donc, et voilà, à côté, il y a vraiment un problème de certains supports qui sont en décomposition et dont on ne peut pas s'occuper puisqu'il n'y a pas l'argent. Donc, on est parti un peu à partir de ces deux initiatives, créer un outil de documentaire et avoir de l'autre côté aussi des réflexions autour de, justement de la conservation. Et d'ailleurs, Alexandra Bourré fait partie également du collectif 2425. Voilà, de réfléchir ensemble autour de cette problématique. Donc depuis le 8 octobre 2010, c'est en ligne. C'est encore beaucoup on peut encore beaucoup l'améliorer. On est tout à fait conscient qu'il y a des choses à aménager, mais le premier jet est là. Donc ça veut dire que toutes les coopératives de cinéma expérimental et d'art vidéo y sont. Et les premières institutions sont également arrivées, parce que pour les institutions publiques, c'est toujours un peu plus compliqué. Mais il y a déjà le CNAP, il y a le MACVAL, il y a le MNAM avec la collection vidéo et films. Oui, je pense qu'en effet, cela remplit, disons, en tout cas, c'est un outil absolument merveilleux pour pouvoir, en tant que personne connaissant très peu ce champ, pour découvrir, naviguer à l'intérieur, découvrir les différentes créations audiovisuelles qui existent. Et qui existent dans les collections françaises, avec le renvoi spécifique à chaque fois aux différents diffuseurs, distributeurs. Avec la possibilité de consulter aussi en ligne un certain nombre. Voilà, bien sûr, il y a les fiches documentaires. On pense élargir par la suite, d'aller vers quelque chose qui sert plus de l'ordre de l'hypermédia, avec aussi des médias rattachés qui seront des entretiens sûrs ou de captation sûre, quand il s'agit effectivement puisqu'on parle là d'œuvres audiovisuelles, donc dans toute leur étendue, ça veut dire film, installation biographique, art vidéo, documentaire de création, justement, documentaire de recherche, et aussi film-essai. Donc on est assez large. Et d'ailleurs, on n'a pas du tout procédé par une sélection. Peut-être à un moment donné, on va se dire on ne peut pas continuer comme ça, parce qu'il faut se poser une limite. Mais on a laissé le choix éditorial par rapport à la présentation de chaque collection qui est représentée par le portail aux collections en question. C'est juste un peu plus difficile peut-être pour la BNF ou l'ARCI à pouvoir sélectionner à l'intérieur de leur fonds les œuvres qu'on peut qualifier d'être des films d'artistes. Voilà. Donc c'est une démarche qui part des collections. Qui part directement des collections, directement de ceux qui existent. D'accord. Et qui ne vise pas à intéresser les artistes en tant qu'individus, les réalisateurs. Je pense par exemple à Judith Wexler, par exemple. Est-ce que tu serais d'accord de figurer, que tes films figurent sur un portail et soient disponibles en consultation sur un petit écran floconneux avec une J'ai ça dans mon site internet. Oui. J'ai quelques de mes films parce que c'est tellement difficile. Les gens souvent me demandaient comment on peut voir vos films, et si on louait à la part du Museum of Modern Art, c'est tellement cher. Et aussi avec Europe Images pour mes films français. Et comme ça, il y a une sélection, même que la qualité n'était pas bonne. Comme ça, on peut avoir une impression de ça que j'ai fait. Peut-être il y a, je ne me souviens pas maintenant, 8 films qui se trouvent dans mon site internet. La qualité est aujourd'hui de moins en moins floconneuse. Et il est clair que l'idée n'est pas forcément... Bon, on laisse le choix aux auteurs de décider s'ils veulent montrer un film entier ou fonctionner plutôt par extrait. Chaque institution fait comme elle pense bien faire. Parce que par exemple, Philippe Alain Michaud a décidé pour la collection film de ne la pas présenter du tout par des extraits de film, mais rester sur le mode de la photographie, puisqu'il trouve que l'image cinématographique du film ne serait pas adéquate à le promouvoir à sa juste valeur. Donc il continue à fonctionner avec la photo à l'intérieur. Il y a des diffuseurs comme Lightcone qui vont dire, voilà,
ça dépend du choix de l'artiste. Si l'artiste veut diffuser le film en entier, il est possible de le montrer en entier. Si l'artiste dit non, rien du tout, c'est possible. Kubrick ne dirait jamais vous allez diffuser un extrait de mon film, c'est hors de question. Et d'autres sont d'accord. Bon, moi personnellement, je sers pour une harmonisation. C'est mon côté, j'aime bien quand ça se ressemble un peu, mais en même temps, c'est un système quand même de fédération non autoritaire. Et effectivement, on est dans des cas de figure légal à chaque fois très différents. Les uns sont juste représentants, les artistes, d'autres sont sont formulés sur le mode de la société d'auteurs, parce que finalement c'est ça, les coopératives, ce sont des artistes, des cinéastes qui se sont rassemblés pour diffuser leurs œuvres. Le musée a des œuvres patrimoniales, il ne peut pas comme cela diffuser sans avoir couvert tout l'aspect de la convention avec l'artiste qui au départ ne stipulait pas du tout cette utilisation-là. Donc on doit faire aussi un travail rétroactif pour pouvoir faire exister ça. Tenir les droits. Mais c'est un outil de promotion quand même très bien. C'est-à-dire il y a une visibilité pour certaines œuvres, puisqu'en plus il y a des renvois. C'est pas quelque chose où apparaît juste le film. Non, on sait dans quelle collection il se trouve et on apprend aussi l'histoire du film, tout son contexte. Donc c'est un outil de documentaire surtout qui permet après par la suite de renvoyer aux ayants droit respectifs et faire valoir leur œuvre par ce biais-là. Donc c'est un outil et non pas un nouvel instrument de création à vos yeux, parce qu'on pourrait imaginer que les hypermédias aujourd'hui sont les concurrents les plus immédiats de l'idée même du film sur l'art, qui fonctionne selon le principe du guidane, pour reprendre l'expression de Balzac à l'époque, ou de la suite de tableaux, de la conférence illustrée, pour reprendre la métaphore de Guitry. Les hypermédias offre des possibilités de visualisation, de construction d'un discours assez spectaculaire dans le fond. Est-ce que ces hypermédias sont susceptibles soit de menacer le genre du film d'art, soit au contraire de le renouveler? Qu'est-ce que vous pensez? Quel est l'avenir de ce point de vue, de ces interactions inévitables entre film et web? Vaste question. Bon, il y a beaucoup de choses maintenant sur YouTube qui étaient tellement expérimentales et directes, mais je ne pense pas que ça remplaçait les films sur l'art qui étaient d'autre qualité, c'est autre chose. On peut avoir tous les deux. Je ne sais pas si vous avez d'autres avis sur cette question-là, sur l'avenir du film d'art en relation avec le web. Je ne sais pas si vous connaissez le site du web. Oui. C'est quand même un formidable instrument, enfin, je trouve, pour voir des films. Et sachant que moi, je m'étais un petit peu informée sur son fonctionnement, et il se trouve qu'effectivement, il ne demande pas vraiment l'autorisation aux artistes. Généralement, c'est des films d'art, donc beaucoup de vidéos d'artistes, etc. En revanche, si un artiste se plaint, eh bien, il le retire tout de suite de la mise en ligne, en fait. Donc voilà, alors après, les conditions de visionnage ne sont pas excellentes, effectivement, mais ça peut donner une bonne idée si on veut voir le film de Beckett, le film, voilà, des choses comme ça, qui sont quand même pas très très faciles à voir. Voilà, ça donne... Et enfin, moi, j'ai que cet exemple-là en tête en ce moment, mais je suis pratiquement certaine qu'il y a d'autres démarches sur Internet qui sont de cet ordre. Voilà. Je pense qu'on pourrait faire quelque chose. Je ne sais pas si ça existe déjà, parce que pour l'instant, j'ai pris connaissance que des travaux de Pierre-Léonce Jourdan par rapport au film ethnographique, qui me semble tout à fait un modèle pour le film sur l'art, à savoir qu'on passe là réellement du côté de la création de forme de webdoc, hypermédia, où on donne à voir l'œuvre par des outils trois-dimensionnels, et à côté on a vraiment des textes théoriques très ténus, à côté il y a un ensemble de photographies, il y a des entretiens avec les collectionneurs, les artistes. Oui, il a fait un très beau DVD interactif avec Armand, de la collection surréaliste de Armand, qui est absolument stupéfiant. Je dis, voilà, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça serait bien de faire quelque chose comme ça pour le film sur l'art. Donc, peut-être le corpus ne peut pas comprendre tout le film sur l'art, mais
peut-être travailler par section, mais il y a quelque chose à faire dans cette alliance entre image